On a beaucoup parlé, notamment sur Boursorama, de l'impact macroéconomique, de l'impact sur les marchés de ce virus chinois. Concrètement, comment est-ce qu'on réagit, comment est-ce qu'on réalloue, on réarbitre son portefeuille boursier dans l'attente d'avoir moins d'incertitudes, d'y voir plus clair? Réponse avec Pierre Sabatier. Bonjour Pierre. Bonjour David. Économiste et président du cabinet PrimeView. Et c'est vrai que c'est quoi la stratégie adoptée? On a donné beaucoup d'informations, on ne va pas tout reprendre, mais on fait le dos rond, on accepte, je ne sais pas moi, de vivre avec le yo-yo des marchés, cette volatilité qui semble revenir au gré des nouvelles qui seraient plus ou moins rassurantes. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? C'est compliqué, déjà, quand même, il faut un petit peu relativiser. Et d'ailleurs, c'était très justement dit. Je suis en accord avec Jean-Pierre Petit sur pas mal de points sur ce qu'il a évoqué. Concrètement, déjà, attention, c'est que moins 3%. Au regard en fait de l'ampleur d'une nouvelle, finalement, la résilience des marchés financiers, des marchés actions, en fait, des actifs risqués est quand même assez formidable. Faut quand même. Alors, peut-être qu'il y a un petit côté, les résultats d'Apple d'hier ont été très positifs. On peut aussi se dire, tiens, avec des résultats si positifs pour Apple, le fait que les marchés remontent pas plus que ça, finalement, 1%, c'est pas non plus gigantesque. Donc voilà. Mais déjà, premièrement, en fait, la baisse jusqu'à maintenant, elle est faible. On regarde tout de même des nuages qui s'amoncellent. Puisque si on faisait le point, alors il y a 2019, il y a l'histoire de 2019 et il y a l'histoire de 2020. 2019, il y a eu plein de nuages qui se sont dissipés. Brexit, géopolitique, politique monétaire surtout, colossale. Et donc on arrive en fait sur tous ces points-là où concrètement le marché a déjà bien intégré dans ses prix toutes ces bonnes nouvelles. Donc maintenant on considère, donc tout le monde le dit d'ailleurs, hein, les marchés sont chers, sont peut-être trop chers, mais enfin la notion de trop c'est toujours un peu relatif, mais les marchés sont chers et globalement le marché ne peut pas supporter de déception. Alors on sent aujourd'hui que la faiblesse finalement de la respiration actuelle, elle est probablement pas à son terme. Donc à la question en fait, qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite? Je souscris à l'idée en fait qu'il faut rester prudent, pas forcément parce que l'avenir, j'y viens pas forcément parce que l'avenir n'est pas rose, y compris pour les actifs risqués, tant qu'on a des fondamentaux qui sont là et surtout une microéconomie qui tient. Et on va y venir tout à l'heure en disant que attention sur ce qu'il faut faire maintenant et surtout ce qu'il faudra faire encore plus demain si jamais les conséquences actuelles de la crise sanitaire se traduisent dans les sur les comptes des entreprises, parce que ça c'est pas du tout intégré. Il faut bien comprendre qu'à ces niveaux de prix, les actifs risqués ne peuvent supporter de déception d'un point de vue microéconomique. Alors, pour l'instant, c'est trop tôt. Quatrième trimestre, il y a peu eu de conséquences, mais là, ça pourrait mettre... Encore une fois, résultat excellent au plus haut historique. C'est ça. Mais bon, c'est un petit peu le passé. On va dire, c'est jusqu'à Noël. Voilà, donc, c'est pas du tout prospectif. Et tout ce qui est, en fait, justement, les perspectives que donnent pour l'instant les patrons de boîtes sont plutôt pas très favorables. Le marché l'acte pas. Alors, 3%, jusqu'où ça peut aller? Si on reste dans un marché haussier... Didier Saint-Georges le disait hier, 10% de baisse, c'est pas aberrant qu'il y ait 10% de baisse au vu de l'incertitude. Alors, on va être concret. C'est-à-dire que, vous savez, chez PrimeView, nous, on travaille sur des historiques extrêmement longs. Il y a 3 types d'environnement de marché. Le bear market, c'est quand les gens en fait, sont persuadés qu'on va aller plus bas. C'est-à-dire que c'est la fin du monde. Et voilà. Donc ça, c'est clairement pas la psychologie actuelle. Il y a le bull market, tout le monde est absolument persuadé qu'on va aller plus haut à l'avenir. Et il y a le wave market. Alors on va se concentrer parce que l'hésitation, le wave market, c'est l'incertitude. On ne sait pas trop. Il y a des forces positives, des forces négatives, elles s'équilibrent. Globalement, on oscille, on fait une phase de hausse, une phase de baisse et on reste à peu près sur les mêmes niveaux. L'hésitation du marché, elle est entre les deux. C'est wave market ou bull market. Est-ce qu'on reste en bull ou est-ce qu'on reste en bull ou est-ce qu'on reste en wave? Alors j'ai envie de dire, en fait, le moment où il faut rester prudent, c'est à peu près pareil. Pourquoi? Parce que même en bull market, lorsqu'on regarde sur 35 ans en Europe, 50 ans au Japon ou 120 ans aux États-Unis, eh bien dans les environnements de bull market, après des segments de hausse aussi importants et qui ont duré autant de temps sans respiration, il y a des retracements. Et quand on dit 10%, 11%, 12%, j'allais dire, soyons concrets, les respirations après des mouvements de hausse tels qu'on l'a connu depuis l'autre dernier, ça tourne sur des bull market entre 6,5 et 7%. C'est-à-dire que même globalement, lorsque tout est rose, eh ben, concrètement, au bout d'une hausse de 15 à 20%, ben, les investisseurs vont faire quoi? Eh ben, ils vont commencer à chercher un prétexte pour prendre leurs bénéfices et revenir à des niveaux plus raisonnables. Donc la question fondamentale, c'est est-ce qu'on reste en bull market? Est-ce que la crise sanitaire va servir uniquement de prétexte à consolider les portefeuilles et revenir sur des niveaux qui seront plus bas, donc pas tout de suite, donc il faut rester prudent à court terme, ou est-ce que ça va impacter sur l'environnement de marché, le sentiment de marché, et là, pour le coup, on sera sur des objectifs qui pourraient être plus bas. Donc à l'heure actuelle, moins 3% au regard des enjeux, des fondamentaux et des niveaux de valorisation, il faut être prudent. Prudent, ça veut dire quoi? Voilà. C'était ça la question. On y vient, c'était long. Non mais c'est bien, il fallait poser un peu le cadre. Voilà, donc la notion, on y vient. Donc pas de marché action, alors encore moins émergent que pays riches. Si vous voulez continuer à prendre du risque, il vaut privilégier en fait, le marché européen, le marché américain, que par rapport au marché émergent. À court terme, il ne faut pas rester sur les actions. Il faut être clairement sous-pondéré sur les marchés actions.
quel qu'il soit, et en particulier sur les marchés émergents. Donc si on a, Qu'est-ce qu'on fait d'autre? 30-40% de son portefeuille en actions, il faut réduire. Il faut, je dirais, soit alors vous le couvrez, soit vous ne vendez pas vos actions et vous le couvrez à travers en fait des positions, des ventes de futurs, enfin peu importe, voilà, des outils de couverture des marchés actions qui vous permettent de ne pas vendre, solder en fait ce que vous avez en portefeuille en actions. Soit vous allez faire autre chose. Et l'autre chose, qu'est-ce que ça peut être? Alors dans l'environnement actuel, on a bien sûr l'obligation souveraine. Et on l'a vu, hein. Le moins 2 ou moins 3%, ça se traduit par quoi? Le 10 ans, les 10 ans, les obligations souveraines européennes, alors qu'elles sont déjà en fait au tapis, eh bien, elles en bénéficient, c'est-à-dire que les taux d'intérêt baissent. Alors, bien que ça soit compréhensible pour tout le monde, quand les taux d'intérêt des obligations souveraines baissent, en réalité, la valeur de l'obligation monte. Donc, quand les taux baissent, l'obligation prend de la valeur. Après, pour particulier, prendre une position sur le 10 ans allemand, c'est pas facile. Ah non, mais c'est des prestataires qui vous le font. C'est-à-dire que même pour les actions, c'est compliqué. On va dire que là, on parle sur les grandes classes d'actifs. Après, la manière dont vous le faites, soit vous le faites en direct, soit vous le faites de manière indirecte avec des professionnels qui savent le faire. Mais globalement, sur la classe d'actifs, obligations souveraines, même européennes, dans ces conditions en fait de prudence, ça peut être considéré. Mais bien évidemment, il vaut mieux aller sur de l'obligation américaine à 10 ans, qui vous rémunère. Alors, certes, ce n'est pas les 1,9% d'il y a quelques semaines, c'est 1,5, 1,6%, mais globalement, dans un scénario où la prudence doit être privilégiée. Donc l'arbitrage est logique, c'est réduire la part action, augmenter la part obligataire. Obligataire souverain. Parce que justement, la petite différence par rapport aux dernières fois, c'est qu'il faudra peut-être être plus prudent vis-à-vis de la classe d'obligation corporate. Parce que jusque-là, c'était quoi? C'était on achète, on vend les actions lorsqu'en fait il y a de la version Polaris qui émerge, et on achète de l'obligation souveraine et de l'obligation en fait de belles boîtes. Or, la problématique, c'est qu'aujourd'hui, on est dans l'incertitude quant aux conséquences de la crise actuelle sur les comptes des entreprises. Donc attention, c'est trop tôt, c'est évoqué jusque-là, c'est trop tôt pour savoir comment ça va impacter les entreprises. Ce qui fait qu'à la différence des temps passés, en fait, on va plutôt privilégier l'obligation souveraine et pas l'obligation corporate, tout simplement parce qu'on n'est pas en capacité de faire la différence. Le gros arbitrage, il est là. Oui, puis après, derrière, il y a toujours la relique barbare. Voilà, classique. Non, mais c'est à 1570 $ l'once, ça vaut le coup d'en avoir? Alors, il faut comprendre pourquoi. Pourquoi, en fait, c'est un fonds de portefeuille et ça ne va pas cesser. Pourquoi? Parce que, en fait, dans un monde où les taux d'intérêt sont si faibles, il faut comprendre que l'or, ça correspond à quoi? Dans le monde des actifs, il faut savoir à quoi ça correspond. L'obligation souveraine, ça ne vous rapporte pas d'argent. L'obligation souveraine, ça répond à un objectif des gens qui est celle de la préservation du patrimoine. Et pas l'optimisation, mais la préservation. Eh bien, l'or, c'est pareil. Alors, sauf que l'or, il n'est pas compétitif lorsque les obligations souveraines vous rapportent du 2, du 3, du 4. Mais quand les obligations souveraines, comme en Europe, vous rapportent du 0, ou du moins quelque chose, eh bien l'or devient un concurrent légitime. C'est la raison pour laquelle, lorsque les gens vont vouloir, entre guillemets, jouer la prudence, ils vont aller plutôt s'orienter vers les obligations souveraines toujours, mais de plus en plus vers l'or, ce qui fait que chaque baisse, tant qu'on restera sur des niveaux de taux si bas, eh bien chaque baisse bénéficiera aussi à l'or, de par en fait son aspect valeur refuge et concurrent crédible des obligations souveraines. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, on voit bien qu'en fait, quand même, il y a une forme d'incertitude qui émerge, les risques géopolitiques, même si on ne les a pas considérés ces dernières semaines. Les géopolitiques, on parle des tensions avec l'Iran, etc. Donc tout ça a été balayé de revers de main par les marchés, qui traduit bien un sentiment de marché. Mais bon, ils sont quand même là. Les risques de rupture, ils restent extrêmement élevés. Et dans ces conditions-là, on ne peut pas en fait empêcher les gens de se dire « mais qu'est-ce qui se passe si worst case scénario ?» Et dans ces cas-là, la notion en fait, scénario du pire, pardon. Et dans ces cas-là, c'est vrai que la valeur refuge du type pas avoir un billet de banque parce que je ne sais pas en fait ce que ça vaudra demain, et plutôt la valeur relique, c'est une diversification. Mais alors attention, il faut que ça soit raisonnable. C'est un fonds de portefeuille, ça ne doit pas devenir parce qu'en fait, quand vous jouez ça, vous jouez le scénario du pire. Alors donc, il est forcément peu probable. Mais aujourd'hui, par rapport en fait à il y a 10 ans ou il y a 20 ans, il est un peu plus probable. Donc de fait, vous avez une petite proportion qui va commencer à grossir, qui est une forme de diversification et qui, ce qu'on va appeler dans le marché un put très en dehors de la monnaie, à savoir en fait une manière de se protéger contre des risques extrêmes. Mais c'est pas en fait pour l'instant c'est pas le scénario probable. Là, on est vraiment dans une un moment de prudence nécessaire parce que les investisseurs, après quand même avoir gagné beaucoup d'argent au cours des 6 derniers mois, eh bien finalement vont se servir du prétexte actuel pour, je dirais, réduire un peu la voilure avant de revenir probablement quelques temps plus tard, sauf s'il y a aggravation concrète. Mais s'il n'y a pas aggravation, finalement, le marché a respiré de 5%, est-ce que ça vaut le coup de s'embêter à faire tout ça? On dit, bon, ben voilà, ça remontera, ben c'est pas grave, dans 6 mois, on sera au même niveau ou un peu plus haut, et puis voilà, je fais le dos rond, j'attends, et voilà. Et j'accepte de voir
C'est une question. Cette volatilité a impacté la valorisation. C'est une question de portefeuille. légitime. C'est la raison pour laquelle il faut savoir à qui on s'adresse. Pour un particulier, est-ce que ça vaut le coup en fait d'essayer de faire du tactique tant qu'on est encore dans un sentiment de marché où les forces positives déterminent les forces négatives, on peut s'interroger. Pour un professionnel, bien sûr, parce que c'est son métier, c'est pour ça que vous le payez. C'est-à-dire que vous prenez en fait une partie de la hausse, vous nous avez été une partie de la baisse. C'est votre métier, on vous paye pour ça. Même parfois cher, même peut-être trop cher, c'est un autre sujet. Mais concrètement, voilà, ça c'est votre métier en tant que particulier, si effectivement vous êtes en direct. Après, vous pouvez faire des choses assez simples. Vous pouvez, au lieu de vendre votre portefeuille qui est compliqué, vous achetez des futurs, des contrats dérivés qui vous permettent ou des options, voilà, ou des puts, et qui vous permettent entre guillemets de protéger une partie du risque que vous avez en portefeuille. Voilà, c'est une manière peut-être un peu plus souple, voilà, pour les particuliers de privilégier la prudence à court terme. Tant qu'on ne saura pas si finalement la période actuelle c'est de la prudence de court terme pour mieux revenir et continuer l'ascension, ou si le sentiment de marché évolue vers un environnement moins favorable. Pierre, on parle de l'or, il y a aussi l'or noir. Finalement, l'actif qui a le plus corrigé, c'est le pétrole. Donc, c'est une stratégie sur le pétrole en disant je vous la baisse, c'est peut-être trop tard, non non, alors c'est peut-être trop tard. Effectivement, quand les mouvements sont extrêmement brutaux, mais quoique, quand même l'environnement fait que le pétrole a vraiment corrigé les actions. On a vraiment, oui, exactement. Mais c'est un peu logique parce que le pétrole, c'est quoi? C'est une matière énergétique assimilée à de la matière industrielle, matière première industrielle. On parle de la Chine, problème en Chine, avec des quarantaines, des usines qui sont fermées pendant un temps. Donc vous comprenez qu'on était déjà dans un contexte de ralentissement de la croissance mondiale, marqué par 2019, récession manufacturière, il ne faut pas l'oublier, des tensions commerciales qui certes se sont apaisées mais restent présentes avec des risques et on le voit quand on analyse en réalité le contenu de l'accord, clairement on sent bien que c'est une pause, ce n'est pas autre chose qu'une pause. Et donc vous ajoutez à cela une crise sanitaire où les mecs ferment boutique même si c'est le nouvel an chinois, et bien concrètement vous dites quoi? Pour l'industrie mondiale c'est quand même pas idéal et en gros matières premières industrielles et pétrole, concrètement ça souffre. Donc là aussi, dans une optique de tant qu'on n'y va pas plus clair, il y a des gens qui peuvent s'amuser à jouer à court terme, mais il ne faut pas jouer ce type de matière première tout de suite. Parce que c'est vraiment une matière première cyclique qui marche quand la croissance mondiale accélère. Et aujourd'hui, on n'avait déjà pas de certitude, et là, aujourd'hui, on en a encore moins. Voilà qui est clair en tout cas. Merci beaucoup. Explications et conseils signés Pierre Sabatier, donc économiste et président du cabinet PrimeView. Merci. Merci David. Salut.